deuxième morceau. Donc là, je vais essayer de vous raconter la partie euh, commencer la direction, et Paul Rigny en particulier s'est aperçu de tout l'intérêt de regarder le cycle du combustible par la vue colloïdale et supramoléculaire. La vue supramoléculaire était assez classique puisque elle est partie des travaux de Jean-Marie Lehn et ça a été appliqué sur les spéciations de complexes, etc. L'échelle supramoléculaire était une spécialité française, alors qu'en France, il n'y avait qu'un seul groupe qui faisait des colloïdes, c'était autour de Pierre-Gilles de Gennes. Mais Pierre-Gilles de Gennes avait besoin pour ses théories de faire des polymères. Et en gros, tout ce qui était en dehors des supraconducteurs et des polymères, il disait bah, CEA, débrouillez-vous. Donc on s'est débrouillé. On a été donc j'ai créé un labo de rayons X et ensuite créé ce groupe de chimie supramoléculaire colloïdale où il y avait une vingtaine de permanents absolument extraordinaires. Et puis la première chose qu'on s'est dit, c'est avant de ces agrégats produisent des diffusions très faibles. Elles n'avaient jamais été vues. Pourquoi? Parce qu'avec les machines de Guigné, on ne pouvait pas trop les voir. Enfin, c'était une vraie... Il me fallait 24 heures ou 48 heures de comptage avec un détecteur linéaire pour y voir quelque chose. Et il se trouve qu'à l'EMBL, l'European Molecular Biology Lab, ils avaient une chaîne de production de détecteurs 2D, c'est des détecteurs de Charpak. À l'époque, ça dépassait le budget de tout laboratoire. Ça n'était utilisé que sur les synchrotrons. Puis j'ai appris qu'il y avait certains détecteurs qui étaient refusés par les biologistes parce qu'ils n'avaient pas un fond plat. Un fond plat, quand on les exposait à un rayonnement cosmique continu. Alors moi, je me suis dit, rayonnement cosmique continu, je vais rajouter en basique les deux lignes qui vont bien pour faire le filtre, pour multiplier le signal mesuré. J'ai fait un filtre 2D, j'ai écrit ça en basique. Ça m'a coûté 2 jours avec une boucle. À l'époque, il y avait 128 par 128 pixels, je crois. J'ai introduit une fonction de correction, c'est tout ce que j'ai fait de génial sur cette machine. Du coup, j'ai récupéré un détecteur 2D. Nous avons récupéré à Saclay dans le groupe colloïde le premier détecteur 2D de laboratoire. Et puis après, une fois qu'on a un joli détecteur qu'on n'a quasiment pas payé, ben, le reste, il faut faire un peu soigner un peu l'optique de rayon X, soigner les fentes, d'où on a eu un programme de recherche pour... Donc, bon an, mal an, on a gagné un facteur 100 en sensibilité par rapport à toutes les autres caméras de laboratoire. Et le chef de département a dit « Ah là là, bon, c'est bien ce que vous faites, mais allez construire un appareil... tout ça parce que vous avez besoin d'un meilleur appareil pour faire mieux que les autres. » Bon, il le disait gentiment et il nous a soutenu, Paul Rigny, qui a soutenu ce programme pendant tout. Il était chef de la DICP à l'époque. Christophe, tu as dû le connaître. Il soutenait ce programme, voilà. Et donc, on s'est muni de ce premier laboratoire. Et là, un jour, Charles m'a dit qu'avant la mise en place d'Atalante. Charles m'a dit qu'il habitait à côté de Saclay. Il est venu me voir avec 2 échantillons. Il me dit, il m'agace. Il y a les Américains qui disent pas la même chose que les Français. Les Américains, monsieur Océo Hazaré, il n'arrête pas de me rabattre les oreilles que c'est des micelles ou des agrégats. Et alors qu'en France, on n'a pas le droit de parler d'autre chose que de complexes stoichiométriques. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Alors je lui dis, bon, moi, les microémulsions, les agrégats, ça fait longtemps que j'en fais. Ça m'étonnerait que tes trucs fassent des agrégats. Mais on va vérifier quand même. Et le premier spectre, j'ai gardé là, le premier spectre obtenu en 20 minutes. On a une solution avec et sans extractant. On a sur une grande gamme de Q, même à une échelle logarithmique à l'époque. Voilà le signal qu'on a obtenu. C'était évident que c'était pas un complexe stoichiométrique. C'était évident que c'était un agrégat polydisperse. On en a mesuré le volume. Bon, en gros, c'était des tétramères ou des hexamères. On ne savait pas trop, mais c'était un peu polydisperse. Mais c'était en 20 minutes, on a eu. Et donc ça a immédiatement déclenché une thèse. À l'époque, on avait des thèses à Mont-Aval, sauf tu dois t'en souvenir. Ça a déclenché une thèse à Mont-Aval entre la DCC de l'époque et puis la DSM. Pour voilà, qu'est-ce que c'est que ces agrégats qu'il y a dans les solutions d'extractants de Q?
I de Q, vous pouvez fitter tout ce que vous voulez. Il y a les champions du fit, ils vous font passer les courbes par tous les points. Par contre, ce qui est important, c'est là, il y a 4 composants. Donc, un diagramme de phase, c'est même pas un tétraèdre. Donc, il faut faire des coupes. On a l'habitude de faire des coupes à concentration. Donc, il faut choisir au moins 2 paramètres pour faire la coupe. Donc là, les paramètres que Charles m'a dit que choisissait toujours, c'était ici en bas, c'est l'axe HNO3. Et pourquoi on choisit HNO3 quand on veut faire une coupe dans un diagramme de phase? C'est que HNO3, plus il y a d'acide nitrique, bon, d'une part, ça permet la réaction chimique, la réaction de complexation. Mais ça a un deuxième effet, c'est qu'il y a du HNO3 co-extrait, il y en a un petit peu, il y a les nitrates, ça fait varier l'attraction entre les agrégats. Parce que les agrégats, c'est des objets polaires dans l'huile. Les objets polaires dans un solvant apolaire, il y a une discontinuité de permittivité des diélectriques, et tous les colloïdaux du monde savent que ça fait une force, c'est la base de la force de Van der Waals. Donc, en fait, ce qu'on fait en choisissant la concentration d'acide nitrique, c'est que on augmente la force de Van der Waals, et donc on augmente l'attraction. Et après, quand on veut, quand même, plus je mets d'extractants, plus ça coûte cher. Donc je choisis comme deuxième axe. Donc je prends un prisme dans l'espace à 4 dimensions, je le coupe avec deux axes, j'obtiens cette figure. Et cette figure, il y a la zone triphasique et la zone diphasique. Et tous les ingénieurs du monde, ils ont horreur de la zone triphasique. Déjà, dans l'hydrométallurgie, ça coûte quelques dizaines de millions quand on tombe dedans. Ça fait une émulsion, faut tout laver l'usine. À La Hague, en gros, on m'a expliqué, si un jour il y a un accident de 3e phase, certainement la dissolution du CEA, la fermeture de l'usine et la nécessité d'en construire une autre. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas plaisanter avec. Et donc l'histoire, c'était de dire maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ces agrégats quand on s'approche du point critique, qui est le point critique par définition. C'est le point où il faut ajouter le moins d'acide nitrique pour avoir la 3e phase. Donc on a fait plein d'échantillons, on a obtenu plein de signaux, on n'y comprenait rien. Heureusement, il y avait encore quelqu'un bon en physique statistique, Luc Belloni, il en a parlé un petit peu hier, qui traînait au CEA. Heureusement, grâce à lui, il a réussi à faire les calculs et à montrer, en gros, que lorsque une partie de l'extractant est sous forme de micelle et l'autre partie forme des agrégats, eh bien, on arrive à rendre compte à la fois du diagramme de phase et des signaux observés. Donc, on a une bonne idée de ce qui se passe. Et cette bonne idée de ce qui se passe, s'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, qui sont en haut à gauche, en haut à droite, vous avez d'une part la colle, le potentiel attractif entre les micelles, il est à peu près constant en fonction de la fraction volumique. Donc, c'est une courbe constante. Et puis, le nombre d'agrégations par agrégat, il augmente un peu, mais il reste raisonnable. En particulier, il ne faut pas faire les structures bicontinues qui vont faire un 3e phase. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la théorie prévoyait que on pouvait faire varier un peu les paramètres. Donc la théorie, avec les variations de paramètres admissibles, c'est les lignes qui sont en bas à droite, là. Et ça, c'est les points donnés par les expérimentateurs. En gros, la théorie était optimiste par rapport à la pratique. Voilà. Cette différence théorie, elle n'est pas encore bien comprise. Je pense que le 3e chapitre de la thèse d'Élise Guirinoni donne la solution. Je passe à l'acte 7 qui s'est passé à... Je parle sans arrêt de potentiel d'attraction entre des objets. Ces agrégats, c'est des objets qui se promènent dans l'huile. Bon, un physicien simpliste, moi je suis nul en théorie compliquée de physique, si ça s'attire, on va bien se démerder pour définir un potentiel. Donc la question c'est, quel est le potentiel entre agrégats? C'était une des tâches, il y en a eu d'autres, données à Fabienne Testard et à quelques autres thésards du Lyons. Et puis, j'ai fait un peu une... Là, j'ai dû me tromper de date.
Oui, si, la manip date de 99. Bon, il y a une revue là-dessus que j'ai fait paraître. Donc, l'état actuel des connaissances, à vous d'aller plus loin, c'est que ça s'attire, c'est sûr. Il y a deux raisons pour lesquelles ça peut s'attirer. Et pour l'instant, au bout de 20 ans, on ne sait toujours pas les deux raisons pour lesquelles ça s'attire. C'est un peu angoissant, hein. Les astronomes, ils savent qu'il y a la gravité, puis avec la gravité, on se débrouille. Mais là, les agrégats d'extractants, eh ben, on ne sait pas pourquoi ils s'attirent. Il y a deux écoles chez les théoriciens. Les premiers, influencés par l'école américaine et l'école australienne, qui disent, regardez, là, il y a des charges. Les charges, elles peuvent fluctuer. Dès que les charges fluctuent, ça fait des forces de dispersion. Donc, il y a des forces de Van der Waals qui doivent exister, d'autant plus que ce qui est dedans est polarisable. Ça tombe bien, l'uranium est polarisable, ça explique les troisièmes phases qu'on voit en fonction de l'uranium. Bon, puis il y en a d'autres qui disent même l'uranium, il n'est pas si polarisable que ça, parce que c'est les couches internes ou les couches externes. Donc en faisant le calcul, en mettant les valeurs des polarisabilités dans le Sturm cube, ça ne fait pas le compte. Alors il y a des ingénieurs, qui ne sont pas des théoriciens, qui disent le point critique dépend du solvant. C'était le sujet d'habilitation de Laurence Berton. Le point critique dépend du solvant et qui n'est pas là. Oui, ça dépend du solvant et en particulier quand on met des chaînes longues de solvant, les chaînes longues ne peuvent pas pénétrer entre deux micelles, alors que les chaînes courtes peuvent pénétrer entre deux chaînes. Ça veut dire que les chaînes longues ne pouvant pas pénétrer font une force de déplétion parce que le solvant, bah, il n'aime pas être entre deux micelles parce qu'il est trop long. Et quand il est court, le solvant, il aime bien se pénétrer entre deux chaînes d'extractants, ce qu'on appelle le gonflement par le solvant, et ça stabilise. Et donc voilà, donc les gens disent, à l'heure actuelle, la question n'est pas tranchée, et à mon avis, il faut faire beaucoup de manips avec des actinides, des lanthanides, des comparés. Et pour l'instant, ça n'a pratiquement jamais été fait, sauf une ou deux fois chez nous à l'ICSM, de faire ça vraiment sérieusement avec des actinides. Encore une question ouverte. Pourquoi les agrégats, c'est une question importante. Ça permet de calculer les procédés. C'est important pour les ingénieurs. Par contre, c'est encore un problème scientifique ouvert qui est pour toute la communauté en général et pour Marcoule en particulier. Donc ça, c'est pour l'attraction. Pour la répulsion, je dirais, c'est un peu plus facile parce que, en gros, vous avez un cœur et puis des chaînes qui frétillent autour. Les chaînes frétillent, bah, deux chaînes qui frétillent, l'une en face de l'autre, c'est fait une répulsion dynamique effective qu'on appelle la répulsion stérique, qui est bien connue chez les polyméristes. Il y a en plus l'effet de déplétion dont je viens de parler, qui dans certains cas peut être négatif. Donc bon, pour la répulsion, on a à peu près le pointillé. Bon, tout ça, c'est des fonctions compliquées. Numériquement, on peut le calculer que lorsqu'on fait une marche d'escalier. C'est pour ça que tout le monde, là j'en suis coupable, parce que c'est quelque chose qui marchait bien pendant 10 ans. Maintenant, tout le monde fait pareil, et je m'aperçois que c'est pas vraiment... Tout le monde suppose que la fonction est une marche d'escalier. Voilà, je tiens à ce que dans le film, il y a marqué, c'était bien au début, mais maintenant, il va falloir abandonner cette marche d'escalier. Je crois que c'est une des questions qu'on pose à Magali Duvail. Il va falloir faire plus fin que la marche d'escalier. Ça passe par la dynamique moléculaire. Mon message, c'est essayer d'aller plus loin que la marche d'escalier que j'ai malencontreusement introduite dans ce domaine il y a une vingtaine d'années. Bon, le seul intérêt de la marche d'escalier, c'est que ça donne une idée de la profondeur du puits. C'est ce qu'on appelle, est-ce que c'est plus ou moins collant in fine, mais c'est pas ça qui vous dit pourquoi ça s'attire. Donc voilà, là on est en 1999, et en 1999, c'est pour ça que je parlais de hasard et de nécessité, Charles m'a dit qu'encore lui me dit, il y en a marre, je n'arrive à me faire financer pour les effets d'absorption des ions aux interfaces. C'était, je crois, il était plus ou moins directeur scientifique de ce truc-là, de la partie d'N de la science. Il y en a marre, je n'arrive à avoir des crédits que pour le Calovo oxfordien. La charge de surface, elle est bien connue. J'y mets tous les ions de la Terre, je fais des tables, mais je ne sais rien en faire d'autre. Est-ce que tu peux nous aider? Et puis un jour à la cantine, il me dit, le rêve, ça serait d'avoir une surface plane, cristalline,
dont la structure facile à synthétiser, enfin qu'on puisse fabriquer, et pour laquelle je puisse faire varier, moi, expérimentateur, la charge structurale, hein, pas la charge effective, ça dépend du pH, la charge structurale par unité de surface. Parce que je n'ai que les argiles, parfois comme terrain de jeu, pour tous les gens qui travaillaient là-dessus à la DCC. Alors j'ai dit, il paraît que c'est impossible, parce qu'on a regardé dans les livres, il était écrit que quand on essaye de faire co-cristalliser des tensioactifs anioniques et des tensioactifs cationiques, on ne pouvait pas, ça précipitait. Alors, bon, j'ai même vérifié dans les cours de Lund. Bon, Bruno, tu as fait partie de cette histoire, donc tu pourras témoigner et poser des questions. Donc, dans les cours de Lund, qui étaient les papes des colloïdes à l'époque, l'école de Lund, c'était marqué « ça, il y en a, faut pas faire, parce que ça, il y en a précipité ». Puis moi, qui suis pas chimiste, je me suis dit ben, « tiens, on va quand même essayer ». Puis la précipitation, ça doit être dû au sel. Du coup, au lieu de mélanger deux tensioactifs, on a pris un tensioactif cationique et puis un acide gras. Donc les contre-ions, c'était H+, plus OH-. Premier séminaire que j'ai donné au Collège de France sur le sujet, il m'a dit non mais H+, plus OH-, ça donne H2O, vous faites bien de la chimie pour physicien. En tout cas, que ça soit de la chimie pour physicien ou de la chimie, on prend un acide gras et puis on mélange à un cationique à condition d'avoir pris le soin de faire l'échantillon, de faire un hydroxyde cationique. Voilà, on fait ce truc. Et puis si on ne fait pas, on en pèse une quantité différente de l'un et de l'autre, et on obtient un cristal de charge de surface qui a été fait à la demande bon, on a obtenu un cristal de charge de surface. Au lieu d'être un cristal infini, ça faisait des cristaux d'une certaine taille. Bon, tout ça, c'est une longue histoire. Après, ça a eu un énorme intérêt. C'est pour ça que je parlais du hasard et de la nécessité. Une question posée par l'ADN, une réponse. Et puis, alors, au lieu de voir que des disques, on a vu des petits disques, des grands disques, des encore plus grands disques. Et parfois, il y avait le signal de base, on passait au neutron. L'échantillon de référence avec 0,1% de tensioactif, il diffusait comme un fou. On a envoyé l'échantillon chez les microscopistes, Tadej Gulick, qui nous dit « Vous êtes des cochons, vous avez travaillé avec des virus. » On n'a jamais vu de virus. Puis on a regardé au microscope. On s'est dit, on aurait bien mieux fait de regarder l'échantillon au microscope avant de passer au neutron, parce qu'on les voyait même en microscope polarisant, on les voyait, les icosaèdres. Donc on a vu des icosaèdres qui ressemblaient à des virus, on a vu des phases qui ressemblaient à des membranes avec des petits trous, et puis finalement, on a trouvé le principe sous-jacent à tout ça. On a, en rouge et en bleu, on a les espèces positives et les espèces négatives. Soit elles s'aiment bien, et c'est à gauche, soit elles se repoussent fortes, les plus et moins, ça on sait. Mais soit il y a quand même une interaction UAB plus petite, donc elles s'aiment bien, donc de temps en temps elles font des paquets, soit elles s'aiment pas, ça fait plutôt des alternances plus-moins, puis il y a plus les structures entre les deux. Mais on a toutes ces structures quand on regarde de face, donc au moment où ça cristallise, il y a du rab. Il y en a qui ne cristallisent pas. Ce rab, il est expulsé du cristal, n'est-ce pas Fabrice? Ce rab, il est expulsé du cristal, et du coup, il est expulsé, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il est courbé dans un sens, il fait des trous, soit il est courbé dans l'autre sens, il fait des disques. Et donc c'est pour ça qu'on observe systématiquement ces différents morphologies quand les microcristaux précipitent. Et ça, c'était une aventure à laquelle Bruno Démé, qui est présent dans la salle, a participé. Et c'était aussi une aventure qui a duré, en fait, il y a au moins 30 papiers d'intérêt hors nucléaire entre 99 et 2009. Et il se trouve qu'au milieu de cette histoire, j'ai dû l'abandonner un peu. Maintenant, il y a 200 papiers par an sur les cationiques. Au milieu de cette histoire, en 2004, le coup de téléphone de Bigot et Martin Didier, dont il a parlé hier, en me disant il y a de la lumière à Marcoule, il faut se bagarrer il y a de la bagarre à faire, il faut trouver 53 permanents et puis essayer de répondre à ces problèmes. On parle de la
habilitation de Laurence Berton, qui a amené un truc qui est maintenant compris et utilisé dans le monde entier. Je parle du diagramme de phase de tout à l'heure, la concentration d'extractants, la quantité de colle en axe des X. On a 3 points critiques qui sont les 3 étoiles bleues. La courbe de démission dans cette projection-là, elle est très plate, ce qui est bizarre pour un point critique, mais bon, ça reste encore à expliquer. Mais plus la chaîne est longue, plus il y a d'attraction, donc plus le diagramme de phase se déplace. À la fois, il y a besoin de peu de colle pour déphaser, et par contre, on peut en mettre plus. Donc, ce qui explique la position de ces 3 étoiles. Ça, c'est typiquement quelque chose qui a été issu de petites manips de recherche que nous avons fait nous et qui sont été utiles, je le disais tout à l'heure. Il y a un seul article. D'habitude, je mets pas les noms parce que c'est une œuvre collective, mais là, j'ai mis les noms parce qu'en fait, c'est un effet. On a formé l'ICSM, donc tous les programmes liés au nucléaire ont hélas été arrêtés à Saclay, ce qui est bien dommage. En particulier David Carrière, Fabienne Testa sont restés là-bas et étaient beaucoup moins soutenus puisque David Carrière avait commencé ce travail vraiment important pour le futur de mesure. J'ai une surface dont je connais la charge. Je mets dessus un ion qui à la fois interagit électrostatiquement et non électrostatiquement par Hofmeister. Qu'est-ce que j'ai comme interaction? Et qu'est-ce que j'ai comme interaction? On ne peut y répondre qu'en faisant des études systématiques de quelle est la structure. Et c'est là qu'on a vu, il y a ce spectre en neutrons qui est le spectre de corrélation dans le plan. Là, vous avez à très petit Q des phases lamellaires. Quand elles se repoussent, ça donne des pics à très petit Q. C'est des lamellaires gonflés. Ici, vous avez des lamellaires empilés. C'est quand les ions sont absorbés, etc. C'est toute une physico-chimie qui reste à faire. Il n'y a qu'un seul article. C'est complètement fondamental. Dans cette première publication qu'on a faite, Eva Maurer a fondé une société en Allemagne avec beaucoup de succès industriel. Enfin cofondé. Elle a fondé avec Werner Kuhn, c'est une société qui utilise ces trucs pour les vendre aux industriels. Ça reste quand même un des grands programmes, que ce soit ICSM ou autre. Si je pouvais donner des conseils aux successeurs dans les 10 prochaines années, essayer de mesurer les interactions entre les ions qui nous intéressent et c'est un problème ouvert pour le futur. C'est un problème crucial pour comprendre les futurs procédés de séparation. C'est aussi un problème crucial pour les lésions dans la géosphère. On ne connaît pas les effets non électrostatiques des ions sur des interfaces solides en fonction de la charge de surface. Problème ouvert. La seule publiée de 2007, ça a été abandonné. Hélas, dû à la création de l'ICSM, les moyens ont été coupés à Saclay là-dessus. Et nous n'avons pas eu les moyens ici de faire, sinon on l'aurait fait. Mais voilà. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième acte de l'histoire. Je me présente pour la caméra. Sandrine Dourdin. Juste une petite question, Thomas, par rapport à ce que tu racontais donc, sur l'origine de la troisième phase de la transition. Donc on en a déjà souvent discuté, depuis d'ailleurs ces études que tu as présentées ici et moi que je redécouvre, on a aussi ajouté pas mal d'expériences. Tu as dit un truc qui m'a un peu surprise. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir entre un facteur de structure avec des interactions de Van der Waals ou plutôt des interactions qui seraient dues à la déplétion? Pourquoi ce ne serait pas les deux? Alors, c'est évident que c'est les deux, ouais. Mais c'est évident aussi que si on ajoute un paramètre de façon aveugle, on arrivera à tout fitter. Donc, il y a la version du physicien, si tu as 2 termes dans une équation, avec un signe plus, quand tu commences, soit tu mets l'idée que les 2 termes sont égaux, soit tu négliges l'un devant l'autre. On en est là sur la précision de la théorie. Ceci dit, je suis content que ça soit filmé parce que j'ai longtemps hésité. Je me dis, j'ai qu'1 heure et demie. J'ai longtemps hésité.
Je le dis et ça sera enregistré. Je sais que tu as la solution dans les manips qui sont en train d'être dépouillées. Je sais que tu as la solution parce que vous êtes les premiers avec Elise Guérinoni à faire la distinction entre agrégat vide, agrégat plein. Et ceux-là, ils interagissent pas de la même façon. Et donc l'image en disant, bon, finalement, on va traiter toutes les micelles dans un échantillon comme étant les mêmes. Alors que si on fait le calcul, il n'y a que 2 ou 3% qui ont de l'uranium, les autres, elles ont de l'eau extraite, les troisièmes, elles ont de l'acide du HNO3. Il faut être un peu plus fin dans les manips, comme vous le faites maintenant, longtemps après, et comme vous allez le faire dans les prochaines années à l'ICSM. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour... et l'intérêt de faire cette décomposition qui est importante. J'ai pas voulu en mettre une slide parce que j'aurais dû la dessiner à la main. Je sais que vous avez la solution. Il est très probable qu'elle soit la bonne. À mon avis, dans 5 ans, il sera reconnu dans le monde entier pour avoir découvert ce truc. Exactement en partant de cette question. On va essayer. L'idée, c'est juste, à mon avis, c'est le petit bouton pour ajuster un petit peu. Ce sera juste la longueur de solvant, du fait que pour les solvants courts, on n'a plus cet effet de déplétion, donc on peut complètement affiner ce facteur, ce potentiel donc, Exactement. De se faire en interaction. Puis les solvants longs, on a observé vraiment des effets de déplétion assez Voilà. importants. Et ce qui vient à la clé lorsque vous aurez développé la bonne théorie, c'est qu'avant la démixion de phase, il se produit déjà des gros agrégats parce que le système a envie de démixer, etc. Et donc, l'ICSM est sur la bonne voie et je vous souhaite, c'est un des prochains énormes poissons que l'ICSM va capturer. Ou ours que l'ICSM va tuer. Thomas, oui. Merci pour cette présentation et les avancées. Stéphane Pellerostin. J'ai une question par rapport au premier acte. Au premier acte, tu as mentionné la RMN et puis surtout les limites de la RMN. C'était dans les années 85. Là, tu n'as pas parlé justement de RMN et de diffusion dans cette période, cette deuxième période, justement, qui pourrait être en corrélation avec l'observable par justement les évolutions dans les techniques de diffusion des rayons X et des neutrons. Est-ce qu'il y en a eu pourtant? Alors, merci de cette question, c'est important. Donc, à la création de l'ICSM, il était prévu une manip un labo de RMN. Ce labo a été créé grâce à l'ERC et à Saclay. Mais comme il était créé à Saclay grâce à l'ERC, on n'avait pas le droit de travailler dans le nucléaire. C'est pas de chance. Pourquoi est-ce qu'il y avait un labo de RMN qui n'a jamais été créé à l'ICSM? C'est parce qu'il a été créé à Saclay par autre chose. Maintenant, pourquoi dans le plan de début de l'ICSM, il y avait de la RMN? Beaucoup. C'est parce qu'il y a eu une évolution extrêmement importante de la RMN. On a même payé des post-docs pour ça. Depuis le moment où on n'avait que la dynamique des chaînes, où on ne voyait pas grand-chose, il y a eu en fait les progrès en imagerie RMN. Et c'était un des programmes soutenus par Bigot. Hélas, les post-docs ont fait autre chose. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est que quand on fait une expérience d'extraction liquide-liquide, le long de la colonne, ça serait super de pouvoir doser, l'uranium étant paramagnétique, les ions qui ont autour, les pics sont plus larges. Donc on peut faire une imagerie dans une colonne ou dans un tube. L'imagerie en Z, c'est tellement important qu'un journal s'est créé, NMR Imaging. Ça sert dans toute la science. Je n'ai pas connaissance dans le nucléaire. Il y avait des sous pour payer la création de l'ICSM, un RMN en chaud. Si ça ne pouvait pas être à RMN, ça pouvait être que... Bref, les manips n'ont jamais été faites, mais il y a deux énormes choses qui sont d'une part l'imagerie, et dans tous ces problèmes, l'imagerie, on voit tout les progrès que ça fait dans le cerveau, l'imagerie dans le cerveau. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le même progrès dans les fluides de stockage. Et la deuxième chose en RMN, c'est l'invention par Peter Stilps en Suède des spin échos en diffusion.
Donc on peut suivre par spin echo en gradient de champ, on peut avoir le coefficient de diffusion de toutes les espèces séparées. Et dans une manip de diffusion, dans une manip d'extraction, avoir dans la phase huile le coefficient de diffusion de l'extractant A, de l'additif, de l'huile, de l'eau qui est dedans, je vous raconte pas le rêve. Voilà, ça, il faudrait quelqu'un qui ait le courage de le faire. Mais bon, il faudrait quelque part dans le nucléaire. Bon, pour l'instant, je crois que je sais pas s'ils en ont à PNNL, mais il y a un énorme truc à faire, c'est faire sérieusement du gradient de champ RMN sur une solution d'intérêt nucléaire. Ça me semble vraiment, vraiment bon. On n'a pas pu le faire, on n'a même pas commencé, voilà. Mais ça reste pour l'avenir quelque chose de vraiment important. Vous pourrez couper. À Montpellier a nommé un prof pour faire ça. Il a dit merci pour les sous. Je donnerai pas son nom, d'ailleurs, je m'en rappelle plus. Merci pour les sous et le poste, mais il est hors de question que je vienne vous parler. Bon, voilà. Donc il nous a jamais parlé. Je me souviens plus de son nom. Je ne le dirai pas non plus. Comment? Je ne le dirai pas non plus. Ah, toi, tu le connais, toi. Moi, je m'en rappelle plus. Mais il existe un labo à Montpellier qui a été financé pour ça, mais qui a jamais commencé à la moindre manip. Merci, Thomas. Moi, j'ai juste un petit commentaire pour les forces de déplétion avec cette histoire de longueur de diluant pour les alcanes. C'est que on a souvent cette image qui est représentée où c'est souvent quelque chose de bidimensionnel où les micelles, on les représente plus pas vraiment par des sphères mais par des cercles. Et puis qu'on imagine que les diluants, en fonction de leur longueur, ils viendraient essayer de pénétrer dans les micelles. Mais on a quand même une notion en 3D où le diluant peut être hors du plan, où les micelles viendraient se rapprocher. Et du coup, cette longueur cette différence de déplétion, elle pourrait s'expliquer comment avec cette augmentation. Bravo à vous. J'ai taillé à la serpe. Cette histoire de pénétration. Donc, premièrement, les images sont incontournables, mais peuvent être trompeuses. Merci pour ce commentaire. Ça, c'est une bonne leçon qu'il faut que tout le monde ait. J'ai tendance, en parlant un peu vite, à appeler cet effet de pénétration des chaînes, c'est la base de la formulation des huiles moteurs autour des nanoparticules de carbonate de calcium. C'est ça qui fait que c'est toute la science de l'IFP, carbonate de calcium est recouvert de trucs où il y a des chaînes grasses. Et pour que ça se passe bien, il faut un peu, mais pas trop, pas d'huile d'olive, mais dans le moteur, il faut qu'il y ait des petites molécules qui aillent pénétrer. Et les gens du domaine, les ingénieurs, ils appellent soit de la pénétration du solvant dans les chaînes. Et du point de vue du physico-chimiste, je m'excuse d'avoir un langage qu'on me reproche de temps en temps, mais entre nous, on appelle ça une déplétion négative. Parce que sur le potentiel, ça a un effet inverse de l'attraction. En fait, qu'une chaîne soit trop longue pour pénétrer entre deux micelles, c'est structurellement différent d'une chaîne qui pénètre entre deux chaînes pour empêcher les trucs de s'attirer, mais in fine, sur le potentiel, ça a un effet de signe différent. Et tant qu'on travaille avec des marches d'escalier, on s'en fiche, mais... Encore une très bonne question, ça me fait super plaisir, ça on pourra le couper éventuellement. C'est encore une super question qui me prouve que vous allez réussir. C'est une très bonne question et c'est un peu un pis-aller pour l'instant. On dit c'est une déplétion négative, mais vous avez tout à fait raison. Le fait que cette chaîne puisse venir pénétrer entre deux chaînes qui frétillent parce qu'elle est assez courte, ça explique aussi beaucoup d'effets de chaînes branchées, chaînes pas branchées, etc. Là vraiment, il y a... Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est une question porteuse d'avenir, de résultats qui seront utiles pour le cycle du futur. Merci pour la question. Merci. Fabrice, parler de catagneux, j'ai obligé là. Un commentaire d'un truc que j'ai oublié, ça en coupera. Mais bon, c'est pas pour t'obliger, mais j'ai tellement parlé catagnonique, c'est toi qui connais bien.
Autre question? Bruno Demey. Donc, la slide a été changée, mais si tu peux la remettre, Voilà. ça fait plaisir de voir ces courbes-là qui viennent de D16 à l'ILL. Donc, Eh oui, hein? il y a 20 ans, hein, plus de 20, Oui. 25 ans, ouais, Ah oui, hein. par là. J'ai mis la date de publication, 2007. Alors, je crois qu'il y a 2 papiers, en fait, parce qu'il y a aussi un papier toujours avec David, Oui, mais avec Monique et toi. oui. Mais j'ai mis le C'est plus pas ça- récent. c'est pas ça ma question. Celui-là, c'est celui où on change les ions. D'accord, c'est plus tard, en effet. Tu as expliqué un petit peu que ce sujet n'avait pas été soutenu à la création de l'ICSM et qui n'avait pas non plus été repris ici. Moi, j'ai connu surtout le début de l'histoire. Évidemment, c'est des très bons souvenirs. Mais qu'est-ce que tu ferais si ce sujet devait être repris? Qu'est-ce qui n'a pas été... Moi, je me suis arrêté à une époque où on avait beaucoup compris les questions de courbure dans les deux sens, donc qui donnaient soit les trous dans les membranes, soit les bords pour faire les nanodisques. Qu'est-ce qui reste de non compris Ouais. et que tu ferais aujourd'hui? Oui. Alors, ce qui est magnifique, c'est... Attends, faut que je prenne un micro. Avant ton magnifique appareil D16 à Grenoble, le monde était partagé en deux, comme chez Sergio Leone. Il y avait le monde de la cristallographie, les grands angles, à partir de 1,5. Il y avait le monde des petits angles, on va jusqu'à 0,6, histoire d'attraper la ligne de base. 0,5. Plus personne regardait cette zone intermédiaire. Et cette zone intermédiaire, je crois que l'appareil a failli être fermé, parce que personne ne mesurait rien. Et puis il s'est trouvé que quand on s'est mis à étudier ces réseaux, il y a des défauts dans les réseaux. Et les défauts dans les réseaux apparaissent par du rayonnement diffus qui était connu par les gens de la cristallographie en 2D, en 3D, mais qui était inconnu en 2D. Donc je dis, qu'est-ce que j'aurais tendance à faire si j'avais 20 ans de moins, ou si quelqu'un veut se lancer dans le sujet? C'est soit il est plus intéressé par les membranes biologiques, et là, il faudrait faire des systèmes ternaires catanioniques avec un gros objet dedans, et regarder comment ça joue sur le désordre. Ça, c'est pour la partie biologique. Et pour la partie, ce qui reste à faire, qui n'est pas commencé, c'est que de temps en temps, les bicouches se repoussent. Et on a des phases amélières avec des pics. De temps en temps, ça c'est la phase LC où les bicouches sont effondrées l'une sur l'autre. Ça veut dire que les ions qui ont été mis sont une colle suffisamment forte pour être plus forte que la force d'hydratation. Donc ce qui reste à mesurer systématiquement, c'est l'équilibre entre ça et ça, entre une phase gonflée et une phase effondrée, en fonction des différents ions. Pourquoi pas l'uranium? Parce que ça me paraît quand même l'élément qui nous rassemble dans le nucléaire. Ça n'a jamais été fait. Ça a été proposé une fois par Leontidis dans un réseau Actinet, mais ça n'a jamais été. Ce qui reste à faire, c'est à quelle concentration d'ions qu'on rajoute, on passe d'un spectre comme ça à un spectre comme ça. Et ça donne l'information quand est-ce que l'effet non électrostatique est plus fort que la force d'hydratation. Domaine totalement ouvert. Bon, le jour où ça sera fait, ben, les gens diront oui, bon, c'est évident, ça fait tant de KT, mais bon, pour l'instant, on est en train de développer une technologie importante pour toute l'humanité, et puis on n'a jamais été mesurer la force qui relie. Donc, si j'avais au moins 20 ans de moins, c'est sûr que tu me poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a un énorme problème général dont tout le monde a besoin, mais comme souvent, c'est pas une manip qu'on va publier dans Nature ou dans Science, évidemment, c'est pas brillant, je mesure une force fondamentale entre un uranium et une surface plane de charge de temps. C'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Ça ne fera pas une manip à faire briller les yeux d'un comité ERC, mais ça reste quand même un problème fondamental. Et en particulier, des boutiques comme le CEA, notre maison CEA, elle a tout intérêt, si elle veut consolider son ami, à connaître ce genre de choses. Ou
d'autres nucléaires dans le monde. Et ça, c'est vraiment un... Merci de ta question. Un problème totalement ouvert que dans les actes précédents, on a... Voilà, ça n'a pas été commencé. Vous voyez, il reste plein d'avenir. Sylvain Prévost. Une question un peu vague, hein, mais pour faire le lien entre Baril-INAM, acte 1 et ton acte 2, et peut-être même l'acte 3, si tu peux nous parler des mélanges de solvants. Différents solvants ont des capacités de solubilisation de gaz extrêmement différentes. Et la solubilisation de gaz est connue pour jouer sur l'attractif intermoléculaire et même intersupramoléculaire. Est-ce qu'il y a un effet connu de la solubilité des gaz sur ton extraction, sur tes capacités d'extraction? Alors, l'histoire de la solubilité des gaz. Ça a démarré d'une manip en 85. Question posée, cette fois-ci c'était 3M, c'était pas le nucléaire, qui s'était posé dans 3M, la mining industry, qui s'apercevait que quand ils faisaient de l'émulsification d'huile lourde, ça dépendait énormément des gaz dissous. Évidemment, on ne peut pas dégazer industriellement, mais ça dépendait des gaz dissous. Donc il y a eu un énorme programme de recherche aux États-Unis à la fin du siècle dernier, et tout le monde s'y mettait. Et ce qui fait que des émulsions gazées ou dégazées sont plus stables. Bon, j'ai suivi un peu cette histoire jusqu'au jour où les gens se sont aperçus que ça a fait pchit, comme disait Chirac. Ça a fait pchit les jours où les gens se sont aperçus que à la surface d'une goutte d'un micron, c'est un millionième des molécules qui sont absorbées à la surface. Et donc, toutes les molécules de l'industrie, il y a au moins une molécule 100 ppm de trucs qui sont oxydés. On ne peut pas éviter moins de 100 ppm de carboxylate en milieu industriel. Donc, ce qu'on appelait dégazé, simplement, il n'y avait pas d'oxygène, donc il y avait moins de CO. Et voilà. Donc, l'histoire s'est arrêtée là. Ceci dit, il reste pas moins qu'il y a plein d'exemples où les gaz dissous, en particulier Israël Hachvili lui-même, il a fait des essais avec gaz dissous, pas gaz dissous. Mais ça n'a jamais été vraiment publié parce que personne n'a jamais eu le courage de mettre un détecteur d'oxygène qu'on a dans les aquariums dans un appareil de SFA. Donc depuis, ça s'est arrêté. Mais tu n'es pas le seul à te dire que c'est un problème important et partout, parce que je dois dire qu'à la fin de la première conférence Bernard Bigot, on était avec Stéphane Sarad et d'autres. On a dit quel est le thème de la conférence Bernard Bigot 2025? C'est analyse, n'est-ce pas? C'est Jean-Christophe Gabriel qui va être chargé d'animer. C'est un problème où on ne sait encore pas grand-chose. Et c'est un problème qui est pourtant important. Pour l'instant, il est balayé sur le tapis parce que toutes les usines marchent en présence sont en équilibre avec l'atmosphère. Donc, pour l'instant, les gens n'ont pas fait de grands programmes de recherche, mais dans des histoires fines de chimie séparative, ça va commencer à être important. Donc, il faut acquérir des connaissances et donc il faut comment. Bon, voilà. En 2025, la conférence Bernard Bigot traitera de l'analyse, détection, diffusion, effet des gaz dans les liquides. Et peut-être même dans les solides, tu en discuteras avec Jean-Christophe Gabriel.